Toutes ces femmes de couleur échevelées, en quête du blanc, attendent. Et certainement un de ces jours, elles se surprendront à ne pas vouloir se retourner, elles penseront à une nuit merveilleuse, à un amant merveilleux, un blanc. Elles aussi peut-être s'apercevront un jour que les blancs n'épousent pas une femme noire. Mais ce risque, elles ont accepté de le courir, ce qu'il leur faut, c'est de la blancheur à tout prix. Pour quelle raison ? Rien de plus facile. Voici un conte qui satisfait l'esprit. Un jour, Saint Pierre voit arriver à la porte du paradis 3 hommes, un blanc, un mulâtre, un nègre. « Que désires-tu » lui demande-t-il un au blanc. « De l'argent. »« Et toi » dit-il au mulâtre, « la gloire. » Et comme il se tourne vers le noir, celui-ci lui déclare avec un large sourire « Je suis venu porter la malle de ces messieurs. » Tout récemment, Étiamble, parlant d'une de ces déconvenues, ma stupeur adolescent, quand une amie, et qui me connaissait, se leva outragée de m'entendre lui dire en une circonstance où c'était le mot propre et le seul qui convient, « Toi qui es une négresse. » « Moi ? Une négresse ? Ne vois-tu pas que je suis presque blanche ? Je déteste les nègres. Ils puent les nègres. Ils sont sales, paresseux. Ne me parle jamais de nègres. » Fin de citation. Nous en connaissions une autre qui avait une liste des dancings parisiens où l'on ne risque pas de rencontrer des nègres. Il s'agit de savoir s'il est possible au noir de dépasser son sentiment de diminution, d'expulser de sa vie le caractère compulsionnel qui l'apparente tant au comportement du phobique. Chez le nègre, il y a une exaspération affective, une rage de se sentir petit, une incapacité à toute communion humaine qui le confine dans une insularité intolérable. Décrivant le phénomène de la rétraction du moi, Anna Freud écrit « Il consiste dans une défense de ce moi contre les excitations extérieures. Cette rétraction, en tant que méthode d'évitement de déplaisir, n'appartient pas à la psychologie des névroses. Elle constitue seulement, dans l'évolution du moi, un stade normal. Pour un jeune moi malléable, tous mes comptes subis dans un domaine se trouvent parfois compensés par des réussites parfaites dans d'autres. Mais quand le moi est devenu rigide ou qu'il ne tolère plus le déplaisir et s'en tient compulsionnellement à la réaction de fuite, la formation du moi en subit les fâcheuses conséquences. Le moi ayant abandonné un trop grand nombre de ses positions devient unilatéral, perd trop de ses intérêts et voit ses activités perdre de leur valeur. Fin de citation. Nous comprenons maintenant pourquoi le noir ne peut se complaire dans son insularité. Pour lui, il n'existe qu'une porte de sortie, et elle donne sur le monde blanc. D'où cette préoccupation permanente d'attirer l'attention du blanc. Ce souci d'être puissant comme le blanc, cette volonté déterminée d'acquérir les propriétés de revêtement, c'est-à-dire la partie d'être ou d'avoir qui entre dans la constitution d'un moi, comme nous le disions tout à l'heure, c'est par l'intérieur que le noir va essayer de rejoindre le sanctuaire blanc. L'attitude renvoie à l'intention. La réaction du moi, en tant que processus de défense réussi, est impossible au noir. Il lui faut une sanction blanche. En pleine euphorie mystique, psalmodiant un cantique ravissant, il semble à Mayotte Capétia qu'elle est un ange et qu'elle s'envole toute rose et blanche. Il y a toutefois ce film, Vert pâturage, où anges et dieux sont noirs. Mais cela a terriblement choqué notre auteur. Comment imaginer Dieu sous les traits d'un nègre ? Ce n'est pas ainsi que je me représente le paradis. Mais après tout, il ne s'agissait que d'un film américain. Non, vraiment, le Dieu bon et miséricordieux ne peut pas être noir. C'est un blanc qui a des joues bien roses. Du noir au blanc, telle est la ligne de mutation. On est blanc comme on est riche, comme on est beau, comme on est intelligent. Cependant, André est parti vers d'autres cieux porter le message blanc à d'autres Mayottes. Délicieux petits gènes aux yeux bleus, pédalant le long des couloirs chromosomiaux,
Mais en bon blanc, il a laissé des instructions. Il a parlé de leur enfant. Tu l'élèveras, tu lui parleras de moi, tu lui diras, c'était un homme supérieur, il faut que tu travailles pour être digne de lui. Et la dignité, il n'avait plus à l'acquérir. Elle était maintenant tissée dans le labyrinthe de ses artères, enfoncée dans ses petits ongles roses, bien calés, bien blanches. Et le père, voici ce qu'en dit Étiamble, un beau spécimen du genre. Il parlait de la famille, du travail, de la patrie, du bon Pétain et du bon Dieu, ce qui lui permettait de l'engrosser selon les règles. Dieu s'est servi de nous, disait le beau salaud, le beau blanc, le bel officier. Après quoi, que je te plaque selon les mêmes règles pétainistes et bondieuxardes. » Fin de citation. Avant d'en finir avec celle dont le seigneur blanc est comme mort, et qui se fait escorter par des morts dans un livre où s'étalent des choses lamentablement mortes, nous voudrions demander à l'Afrique de nous déléguer un message. Elle ne nous fait pas attendre. C'est Abdoulaye Sadji qui, avec Nini, nous donne une description de ce qui peut être le comportement des Noirs en face des Européens. Nous l'avons dit, il existe des négrophobes. Ce n'est d'ailleurs pas la haine du noir qui les anime, ils n'en ont pas le courage ou ne l'ont plus. La haine n'est pas donnée. Elle a à se conquérir à tout instant, à se hisser à l'être, en conflit avec des complexes de culpabilité plus ou moins avoués. La haine demande à exister, et celui qui hait doit manifester cette haine par des actes, un comportement approprié. En un sens, il doit se faire haine. C'est pourquoi les Américains ont substitué la discrimination au lynchage. Chacun de son côté, aussi ne sommes-nous pas surpris qu'il y ait dans les villes de l'Afrique noire française un quartier européen. L'ouvrage de Mounier, L'éveil de l'Afrique noire, avait déjà attiré notre attention, mais nous attendions, impatients, une voix africaine. Grâce à la revue d'Alioune Diop, nous avons pu coordonner les motivations psychologiques qui meuvent les hommes de couleur. Il y a étonnamment, au sens le plus religieux du terme, dans ce passage. Monsieur Campion est le seul blanc de Saint-Louis, qui fréquente le Saint-Louis Club, homme d'une certaine position sociale, puisqu'il est ingénieur des ponts et chaussées et sous-directeur des travaux publics au Sénégal. On le croit très négrophile, plus négrophile que M. Rodin, professeur au lycée Faidherbe qui a donné en plein Saint-Louisien Club une conférence sur l'égalité des races. La bonté de l'un ou de l'autre est un perpétuel sujet de discriminations enflammées. En tout cas, M. Campion est plus fréquent au cercle où il a eu l'occasion de connaître des indigènes très corrects et déférents vis-à-vis de lui, qu'il aime et s'honore de sa présence parmi eux. Fin de citation. L'auteur, qui est instituteur en Afrique noire, est redevable à M. Rodin de cette conférence sur l'égalité des races. Nous appelons cette situation un scandale. On comprend les doléances que présentaient à Mounier les jeunes indigènes qu'il avait l'occasion de rencontrer. Ce sont des Européens comme vous qu'il nous faudrait ici. On sent à tout instant que le fait pour le noir de rencontrer un toubab compréhensif représente un nouvel espoir d'entente. Analysant quelques passages du roman de M. Abdoulaye Sadji, nous essaierons de saisir sur le vif les réactions de la femme de couleur en face de l'Européen. D'abord, il y a la négresse et la mulâtresse. La plupart, la première n'a qu'une possibilité et un souci, blanchir. La deuxième, non seulement veut blanchir, mais veut éviter de régresser. Qu'y a-t-il de plus illogique, en effet, qu'une mulâtresse qui épouse un noir ? Car, il faut le comprendre, une fois pour toutes. Il s'agit de sauver la race. De là, le trouble extrême de Nini. Un nègre ne s'est-il pas enhardi jusqu'à la demander en mariage ? Un nègre n'est-il pas allé jusqu'à lui écrire ?
L'amour que je vous offre est pur et robuste. Il n'a point le caractère d'une tendresse intempestive faite pour vous bercer de mensonges et d'illusions. Je voudrais vous voir tout à fait heureuse dans un milieu qui cadre bien avec vos charmes que je crois savoir apprécier. Je considère comme un honneur insigne et comme le bonheur le plus vaste de vous avoir dans ma maison et de me dévouer à vous corps et âme. Vos grâces rayonneraient dans mon foyer et mettraient de la lumière dans les coins d'ombre. Par ailleurs, je vous crois trop évoluée et suffisamment délicate pour décliner avec brutalité les offres d'un amour loyal, uniquement préoccupé de faire votre bonheur. » Fin de citation. Cette dernière phrase ne doit pas nous étonner. Normalement, la mulâtresse doit rejeter impitoyablement le nègre prétentieux. Mais comme elle est évoluée, elle évitera de voir la couleur de l'amant pour n'attacher d'importance qu'à sa loyauté. Décrivant Mactar, Abdoulaye Sadji écrit « Idéaliste et partisan convaincu d'une évolution à outrance, il croit encore à la sincérité des hommes, en leur loyauté, et il suppose volontiers qu'en tout, le mérite seul doit triompher. » Fin de citation. Qui est Mactar ? C'est un bachelier, comptable, aux entreprises fluviales. Il s'adresse à une petite dactylographe, toute bête, mais qui possède la valeur la moins discutée. Elle est presque blanche. Alors, on s'excusera de la liberté que l'on prend d'écrire une lettre. La grande audace. La première peut-être qu'un nègre ait osé commettre. On s'excusera d'oser proposer un amour noir à une âme blanche. Cela, nous le retrouvons chez René Maran. Cette crainte, cette timidité, cette humilité du noir dans ses rapports avec la blanche, ou en tout cas avec une plus blanche que lui. De même que Mayotte Capétia accepte tout du seigneur André, Mactar se fait esclave de Nini la mulâtresse, prêt à vendre son âme. Mais c'est une fin de non-recevoir qui attend cet impudent. La mulâtresse trouve que cette lettre est une insulte, un outrage fait à son honneur de fille blanche. Ce nègre est un imbécile, un bandit, un malappris, qui a besoin d'une leçon. Elle la lui donnera, cette leçon. Elle lui apprendra à être plus décent et moins hardi. Elle lui fera comprendre que les peaux blanches ne sont pas pour bougnoules. En l'occurrence, la mulâtraille fera chorus à son indignation. On parle d'envoyer l'affaire en justice, de faire comparaître le noir en cour d'assises. On va écrire au chef du service des travaux publics, au gouverneur de la colonie, pour leur signaler la conduite du noir et obtenir son licenciement comme réparation du dégât moral qu'il a commis. Un pareil manquement au principe devrait être puni de castration. Et c'est à la police qu'en définitive on demandera d'admonester Mactar. Car s'il recommence ses insanités morbides, on le fera dresser par Monsieur Dru, inspecteur de police, que ses pareils ont surnommé le blanc très méchant. Nous venons de voir comment réagit une fille de couleur à une déclaration d'amour venant d'un de ses congénères. Demandons-nous maintenant ce qui se produit avec le blanc. C'est encore à Sadji que nous faisons appel. L'étude fort longue, qu'il consacre aux réactions que provoque le mariage d'un blanc et d'une mulâtresse nous servira d'excipient. Depuis quelque temps, un bruit court par toute la ville de Saint-Louis. C'est d'abord un petit chuchotement qui va d'oreille en oreille, fait dilater les figures ridées des vieilles signaras, ranime le regard éteint, puis les jeunes, ouvrant de grands yeux blancs et arrondissant une bouche épaisse, se transmettent bruyamment la nouvelle qui ébranle des « Oh, pas possible, comment le sais-tu? Est-ce possible? C'est charmant. » Ce que c'est tordant. La nouvelle qui court depuis 1 mois dans tout Saint-Louis est agréable. Plus agréable que toutes les promesses du monde. Elle couronne un certain rêve de grandeur, de distinction, qui fait que toutes les mulâtresses, les ninis, les nanas et les nénettes vivent hors des conditions naturelles de leur pays.
Le grand rêve qui les hante est celui d'être épousés par un blanc d'Europe. On pourrait dire que tous leurs efforts tendent vers ce but, qui n'est presque jamais atteint. Leur besoin de gesticulation, leur amour de la parade ridicule, leur attitude calculée, théâtrale, écœurante, sont autant d'effets d'une même manie des grandeurs. Il leur faut un homme blanc, tout blanc, et rien que cela. Presque toutes attendent leur vie durant cette bonne fortune qui n'est rien moins que verbale, que probable. Et c'est dans cette attente que la vieillesse les surprend et les accule au fond des sombres retraites où le rêve finalement se change en hautaine résignation. Une nouvelle très agréable. Monsieur d'Arrivée, Européen tout blanc et adjoint des services civils, demande la main de Dédé, mulâtresse de demi-teinte. Pas possible. Le jour où le blanc a dit son amour à la mulâtresse, quelque chose d'extraordinaire a dû se passer. Il y eut reconnaissance, intégration dans une collectivité qui semblait hermétique. La moins-value psychologique, ce sentiment de diminution et son corollaire, l'impossibilité d'accéder à la limpidité, disparaissaient totalement. Du jour au lendemain, la mulâtresse passait du rang des esclaves à celui des maîtres. Elle était reconnue dans son comportement surcompensateur. Elle n'était plus celle qui avait voulu être blanche, elle était blanche. Elle entrait dans le monde blanc. Dans Magie Noire, Paul Morand nous décrivait pareil phénomène. Mais nous avons appris par la suite à nous méfier de Paul Morand. Du point de vue psychologique, il peut être intéressant de poser le problème suivant. La mulâtresse instruite, l'étudiante en particulier, a un comportement doublement équivoque. Elle dit « Je n'aime pas le nègre » parce qu'il est sauvage. Pas sauvage au sens cannibale, mais parce qu'il manque de finesse. Point de vue abstrait. Et quand on lui objecte que des noirs peuvent lui être supérieurs sur ce plan, elle allègue leur laideur. Point de vue de la facticité. Devant les preuves d'une réelle esthétique noire, elle dit ne pas la comprendre. On essaie alors de lui en révéler le canon. Battement des ailes du nez, un arrêt en apnée de la respiration, elle est libre de choisir son mari. Appel en dernier ressort à la subjectivité. Si, comme on le dit, Anna Freud, on accule le moi en l'amputant de tout processus de défense, si on en rend conscientes les activités inconscientes, on révèle et par là on rend inopérants ces processus de défense, l'affaiblissant davantage et favorisant le processus morbide. Mais ici, le moi n'a pas à se défendre, puisque ses revendications sont homologuées. Dédé épouse un blanc. Toutefois, chaque médaille a son revers. Des familles entières ont été bafouées. À 3 ou 4 mulâtresses, on a adjoint des cavaliers mulâtres, or, toutes leurs camarades avaient des blancs. Cela fut regardé spécialement comme une offense faite à leur famille entière, offense qui exigeait d'ailleurs une réparation. Car ces familles étaient humiliées dans leurs aspirations les plus légitimes. La mutilation qu'elles subissaient portait sur le mouvement même de leur vie, sur la tension de leur existence. Elles voulaient, en référence à un profond désir, se changer, évoluer. On leur déniait ce droit. En tout cas, on le leur disputait. Que dire au terme de ces descriptions ? Qu'il se soit agi de Mayotte Capétia, la martiniquaise, ou de Nini, la Saint-Louisienne, le processus s'est retrouvé. Processus bilatéral, tentative de recouvrement, par intériorisation, de valeurs originellement interdites. C'est parce que la négresse se sent inférieure qu'elle aspire à se faire admettre dans le monde blanc. Elle cédera, dans cette tentative, d'un phénomène que nous appellerons hérétisme affectif. Ce travail vient clore 7 ans d'expérience et d'observation. Quel que soit le domaine par nous considéré,
Une chose nous a frappés. Le nègre esclave de son infériorité, le blanc esclave de sa supériorité, sont comportant tous deux selon une ligne d'orientation névrotique. Aussi, avons-nous été amenés à envisager leur aliénation en référence aux descriptions psychanalytiques. Le nègre, dans son comportement, s'apparente à un type névrotique obsessionnel, ou si l'on préfère, il se place en pleine névrose situationnelle. Il y a chez l'homme de couleur tentative de fuir son individualité, de néantiser son être là. Chaque fois qu'un homme de couleur proteste, il y a aliénation. Chaque fois qu'un homme de couleur réprouve, il y a aliénation. Nous verrons plus loin, au chapitre 6, que le nègre infériorisé va de l'insécurité humiliante à l'auto-accusation ressentie jusqu'au désespoir. Souvent, l'attitude du noir en face du blanc ou en face de son congénère reproduit presque intégralement une constellation délirante qui touche au domaine pathologique. On nous objectera qu'il n'y a rien de psychotique chez les noirs dont il est question ici. Toutefois, nous voudrions citer deux traits hautement significatifs. Il y a quelques années, nous avons connu un noir étudiant en médecine. Il avait l'impression infernale de n'être pas estimé selon sa valeur, non pas sur le plan universitaire, disait-il, humainement. Il avait l'impression infernale que jamais il n'arriverait à se faire reconnaître en tant que confrère par les Blancs et en tant que docteur par les malades européens. À ces moments d'intuition délirante, les moments féconds de la psychose, il s'enivrait. Et puis un jour, il s'engagea dans l'armée comme médecin auxiliaire. Et ajoutait-il, pour rien au monde, je n'accepte d'aller aux colonies ou d'être affecté à une unité coloniale. Il voulait avoir sous ses ordres des Blancs. C'était un chef. Comme tel, il devait être craint ou respecté. C'est en fait ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait, amener les Blancs à avoir avec lui une attitude de noir. Ainsi se vengeait-il de l'imago qui l'avait de tout temps obsédé, le nègre effrayé, tremblant, humilié devant le seigneur blanc. Nous avons connu un camarade inspecteur des douanes dans un port de la métropole qui était extrêmement dur aux visites des touristes ou des transitaires. Car, nous avons, disait-il, si tu n'es pas vache, ils te prennent pour un couillon. Comme je suis nègre, tu penses bien que les deux termes s'appellent. Dans Connaissance de l'homme, Adler écrit « Pour inventorier la conception du monde d'un homme, il convient de procéder à des investigations comme si, à partir d'une impression d'enfance, jusqu'à l'état des choses actuelles, une ligne était tirée. En beaucoup de cas, on réussira de la sorte à tracer effectivement la voie où chemina jusqu'alors un sujet. C'est la courbe, la ligne d'orientation sur laquelle la ligne de l'individu depuis son enfance se dessine schématiquement. Car ce qui agit véritablement, c'est toujours la ligne d'orientation de l'individu. Ligne dont la configuration subit bien certaines modifications, mais dont le contenu principal, l'énergie et le sens même subsistent, implantés et sans changement depuis l'enfance, non sans une connexion avec l'entourage de l'enfance, qui plus tard se détachera du milieu plus vaste inhérent à la société humaine. Nous anticipons, et déjà on aperçoit que la psychologie caractérielle d'Adler nous aidera à comprendre la conception du monde de l'homme de couleur. Comme le noir est un ancien esclave, nous ferons aussi appel à Hegel. Et pour terminer, Freud doit pouvoir concourir à notre étude. Nini, Mayotte Capétia, deux comportements qui nous invitent à réfléchir. N'y a-t-il pas d'autres possibilités ? Mais ce sont là des pseudo-questions que nous n'envisagerons pas. Nous dirons d'ailleurs que toute critique de l'existant implique une solution. Si tant est qu'on puisse proposer une solution à son semblable, c'est-à-dire à une liberté. Ce que nous affirmons, c'est que la tare doit être expulsée une fois pour toutes.